On va commencer par imaginer une vieille librairie de quartier, le genre un peu poussiéreux avec des livres empilés du sol au plafond. Ouais, le genre d'endroit magnifique, mais où on a vraiment du mal à circuler dans les rayons. C'est ça. Eh bien, disons qu'un jour, le propriétaire décide d'éplucher ses registres de vente, mais genre de manière complètement obsessionnelle. Et là, il fait une découverte totalement vertigineuse. Une découverte qui va complètement à l'encontre du bon sens, j'imagine. Exactement. Il se rend compte que s'il prenait la décision radicale de se débarrasser de, disons, 80% de son inventaire, genre de jeter littéralement la majorité de ses livres, eh bien, ses bénéfices réels ne s'effondreraient pas du tout. Ouais. Et c'est même pire que ça, en fait. Ces bénéfices pourraient carrément se stabiliser, voire augmenter, tout simplement parce qu'il n'aurait plus à gérer, ni à stocker, cette énorme montagne de livres qui ne se vendent presque jamais. Voilà. Et ça nous ramène directement à ce qu'on a bien établi la dernière fois. C'est cette réalité qui bouscule toutes nos intuitions. Le fait que notre univers est fondamentalement déséquilibré. Oui, le fait que la vaste majorité des résultats proviennent d'une toute petite minorité de causes. C'est un fait observable, c'est indéniable. C'est indéniable, oui. Mais la question qui brûle les lèvres maintenant, en tout cas pour moi, c'est de savoir comment on utilise concrètement ce déséquilibre colossal à notre avantage. Parce que observer une loi de la nature, c'est bien, c'est une chose. Mais s'en servir comme d'un levier au quotidien, c'est autre chose. Grave. C'est ça qui sépare les simples théoriciens de ceux qui transforment réellement leur réalité. Du coup, la mission de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de passer de ce constat sidérant à une pratique redoutable. Et en vrai, c'est une transition mentale qui est loin d'être évidente. Ce qui est fascinant ici, c'est que pour véritablement tirer parti de ce principe, il suffit pas d'hocher la tête en lisant des statistiques amusantes sur les librairies ou sur la richesse mondiale. Non, ça ferait trop facile. Ouais, faut littéralement recabler la façon dont le cerveau humain traite l'information. Parce que nos cerveaux, ils sont programmés depuis des millénaires pour chercher une certaine symétrie, tu vois, une équité causale. Un équilibre, quoi. C'est ça? On s'attend instinctivement à ce que 10 unités d'effort produisent 10 unités de résultat. Donc accepter viscéralement que 10 unités d'effort puissent produire 90 unités de résultat, ou à l'inverse, seulement 0,1, c'est un changement de posture radical. Ah, c'est sûr que ça bouscule. Et d'ailleurs, la réflexion qu'on poursuit aujourd'hui met en lumière deux mécanismes complètement distincts pour apprivoiser ce chaos. D'un côté, on a une approche analytique, très rigoureuse, très ancrée dans les chiffres, et de l'autre, on a une démarche beaucoup plus fluide, presque philosophique, qui s'applique quand on navigue à vue. Ok, décortiquons ça. Et si on commençait par le côté rationnel, l'outil quantitatif qu'on appelle l'analyse 80-20. Sur le papier, le nom a l'air simple, mais j'imagine que ça demande une certaine mécanique intellectuelle. Si on a les mains dans le cambouis, comment on procède exactement? Alors, l'analyse 80-20, c'est fondamentalement l'examen méthodique de deux ensembles de données distincts qu'on va venir croiser pour révéler leurs relations asymétriques. Ok, deux ensembles distincts. Voilà. L'idée, c'est de prendre une population globale qui représente 100% de notre groupe d'études et de la comparer à une variable précise générée par ce groupe qui représente également 100% du résultat. Tu aurais un exemple pour visualiser un peu mieux? Bien sûr, prenons un exemple classique et très parlant, celui de la consommation. Imaginons un groupe de 100 personnes qui boivent de la bière. D'accord, un groupe de 100 buveurs. C'est ça. Si on trace un graphique de ces personnes en les classant selon leur volume de consommation hebdomadaire, on ne trouvera absolument pas une ligne plate où chacun boit gentiment ses 2 pintes par semaine. Ouais, ce serait trop parfait. En fait, on observera systématiquement une courbe extrêmement abrupte. Un très petit pourcentage de ces personnes, le haut du panier, disons 20%, consomme à lui seul la vaste majorité, souvent autour de 80% de la totalité des fûts écoulés par le groupe entier. D'accord, donc si je résume pour être sûr de bien piger, si j'ai 100 buveurs et qu'ils consomment 100 litres de bière en tout, le top 20 des buveurs engloutit 80 litres. Exactement, c'est le modèle. C'est parfait. Mais attends, je crois que je me laisse piéger par la sémantique là. On dit toujours 80-20. Et 80 plus 20, ça fait 100. Ouais. C'est esthétiquement très satisfaisant, mais est-ce que les données s'alignent toujours pour former cette équation parfaite à 100? C'est le piège classique par excellence. On a naturellement envie d'additionner ces deux chiffres parce que ça fait rond, mais c'est une erreur de logique totale. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'on compare deux bassins de variables totalement distincts. D'un côté, tu as des individus, des êtres humains, de l'autre, tu as des litres de liquide. Ah ouais, vu comme ça. Il n'y a absolument aucune loi mathématique qui oblige des personnes et des liquides à s'additionner pour faire 100. C'est vrai, ça n'a aucun sens quand on le dit à voix haute.
Le ratio 80-20, il est resté dans le langage courant parce qu'il sonne bien à l'oreille. Mais en fait, ce n'est qu'une métaphore, c'est un simple point de repère. Donc les vrais chiffres pourraient être différents, non? Totalement. Si on fait l'analyse réelle sur le terrain, on pourrait très bien découvrir que 15% des buveurs consomment 85% de la bière ou que 30% en consomment 70%. Ok, je vois l'idée. Et dans des cas extrêmes, genre la répartition de certaines richesses sur Internet ou l'attention qu'on porte aux influenceurs, on voit régulièrement des ratios de 99-1. Ce que l'on cherche avec cette analyse, ce n'est pas une symétrie mathématique à 100. C'est l'existence d'un modèle de déséquilibre massif, prévisible et mesurable. Ok, ce qui veut dire qu'on cherche la distorsion en fait. C'est exactement le mot, la distorsion. Mais une fois qu'on a un beau tableau croisé dynamique qui nous montre cette fameuse distorsion, est-ce qu'on doit foncer tête baissée? Genre, est-ce que cette grille de lecture doit devenir un algorithme aveugle qu'on applique bêtement sur tout ce qui bouge? Absolument pas. Et c'est là que la plupart des gens se trompent en découvrant ce concept. L'analyse 80-20 ne remplace pas le discernement. En fait, elle l'exige. Appliquer ce principe de manière purement linéaire, c'est hyper dangereux. Dangereux à quel point? Reprenons l'exemple de notre librairie du début. Si un gestionnaire fraîchement diplômé fait une analyse superficielle de ses ventes sur les 12 derniers mois, il va regarder son tableur et dire « Bah, c'est évident. Les derniers romans à la mode, le top 50 des best-sellers génèrent 80% de mon chiffre d'affaires immédiat. » Ce qui est probablement vrai d'ailleurs. Oui, mais du coup, il va conclure « Le reste du magasin ne sert à rien. Renvoyons tous les vieux classiques et ne vendons que des nouveautés hyper médiatisées. » Mais en même temps, en me faisant l'avocate du diable, du point de vue de la trésorerie immédiate, c'est implacable, non? On coupe les branches mortes qui ne produisent pas de fruits cette saison-là. Pourquoi ce serait une erreur si monumentale? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une lecture linéaire qui ignore totalement la dynamique cachée des coûts et du temps. Une analyse 80-20 vraiment chirurgicale regarde le profit net à long terme, pas juste le chiffre d'affaires brut. Ah, la différence entre le brut et le net. Voilà. Le mécanisme derrière la vente d'un best-seller est épuisant pour un libraire. Il faut constamment racheter le nouveau titre à la mode, faire de la publicité, gérer les retours des invendus à l'éditeur quand la tendance s'effondre 6 semaines plus tard. Le coût de maintenance est colossal en vrai. Ok. Et à l'inverse, l'autre partie du magasin? Eh bien, si on regarde le stock de fonds, tu sais, ces classiques intemporels, ces essais fondateurs qui dorment sur les étagères du fond, le mécanisme est radicalement différent. Ils se vendent lentement, peut-être, 3 exemplaires par mois. Oui, ça parlait dérisoire. Dérisoire, mais ils se vendent avec une régularité d'horloge, année après année, sans aucun effort marketing, sans aucune fluctuation liée aux tendances. Et la véritable analyse révèle souvent que c'est ce stock de fonds, silencieux, justement parce qu'il ne coûte rien à maintenir en termes d'efforts, qui génère 80% de la marge bénéficiaire réelle et stable de la librairie. Donc, si on le coupe en suivant bêtement le premier chiffre, on détruit tout l'écosystème. Exactement. On se tire une balle dans le pied. C'est fascinant parce que ça prouve vraiment qu'il faut creuser pour trouver où se cache la véritable rentabilité. Le problème, c'est que cette analyse-là, elle demande des données super pointues. Elle demande de mesurer les coûts de stockage, le temps passé par les employés. Et on va être honnête, dans la vraie vie, personne n'a le luxe ou le temps d'ouvrir un tableur complexe pour décider quelles tâches accomplir le matin ou quels emails traiter en premier. Non, c'est clair, on n'est pas des robots. Du coup, comment on fait quand on navigue dans le brouillard au quotidien sans aucune donnée chiffrée sous la main? C'est exactement pour ça qu'il existe un deuxième outil, bien plus malléable, qu'on appelle la pensée 80-20. Ok, la pensée 80-20. C'est quoi la différence? Si l'analyse dont on vient de parler est le versant quantitatif, mathématique, la pensée en est le versant qualitatif. C'est moins une technique stricte qu'un un logiciel mental, tu vois. Une sorte de lentille à travers laquelle on observe le monde en temps réel. Une posture, en gros. C'est ça. Elle est floue, elle est intuitive, et elle se base sur une estimation permanente plutôt que sur des statistiques de haute précision. Elle exige simplement qu'on développe un réflexe pavlovien face à toute situation en se posant une seule et unique question. Et c'est quoi cette question magique? C'est quels sont les 20% d'efforts d'information ou de personnes qui sont secrètement responsables des 80% du résultat que je recherche ici. En fait, c'est un exercice de discernement instantané. D'accord, je vois très bien. Il y a d'ailleurs une histoire assez croustillante à ce sujet qui vient directement des années universitaires de l'auteur à Oxford. Ah oui, l'anecdote de l'université. Ouais, parce que pour contextualiser pour ceux qui nous écoutent, Oxford, c'est pas vraiment réputé pour encourager la paresse, on est d'accord. C'est le temple de la rigueur académique, de la souffrance par l'effort.
C'est clair. Et pourtant, son directeur d'études lui a glissé un conseil qui ressemble à un sabotage en règle. Il lui a dit, je crois, de ne jamais, au grand jamais, lire un livre universitaire de la première à la dernière page. C'est fou d'entendre ça dans ce contexte. Pour un étudiant de ce calibre, ça ressemble effectivement à une hérésie totale. On nous apprend toujours que la connaissance s'acquiert par l'exhaustivité, par le fait de tout lire. Exactement. Mais le tuteur lui explique la mécanique cachée de la pensée universitaire. Il lui dit qu'un essai ou un livre de recherche, c'est fondamentalement un argument central noyé sous des tonnes de justifications, de notes de bas de page et d'exemples secondaires. Et ça, c'est juste destiné à parer les attaques éventuelles des confrères. C'est du remplissage défensif en quelque sorte. Voilà. Son conseil était donc hyper chirurgical. Il lui a dit « Lis la conclusion d'abord ». Ensuite, lis l'introduction pour voir comment l'auteur a posé son problème initial. Et enfin, relis la conclusion. Et le reste du livre? C'est tout. Le reste du bouquin n'est parcouru qu'en diagonale, juste pour attraper les mots-clés. Ce que le tuteur lui a enseigné, c'est comment extraire les 80% de jus intellectuel d'un livre en y passant seulement 20% du temps habituel. C'est brillant. Et c'est vraiment le parfait exemple du mécanisme de la pensée 80-20. Ce n'est absolument pas de la paresse, c'est de l'ingéniosité structurelle. Totalement. L'étudiant n'avait aucune donnée chiffrée sur le nombre de mots par page ou le poids conceptuel de chaque chapitre. Il a simplement utilisé son intuition pour repérer où se concentrait l'ossature du livre et il a délibérément choisi d'ignorer la graisse. Il a zappé le bruit de fond, quoi. Ouais, ça me fait d'ailleurs penser à une métaphore. On pourrait dire que l'analyse 80-20, celle avec les tableurs et les données précises de la librairie, c'est comme un GPS de pointe. Un GPS, ouais. C'est précis au centimètre près, ça calcule les itinéraires, ça te donne l'heure exacte d'arrivée, mais ça demande du réseau, ça prend du temps pour entrer l'adresse manuellement, et il faut faire des mises à jour constantes. C'est lourd à utiliser, en fait. Voilà. Alors que la pensée 80-20, en revanche, c'est juste une bonne vieille boussole de poche. Elle ne te montre pas la topographie exacte du terrain, elle ne te donne pas le dénivelé ou les obstacles, mais en une fraction de seconde, paf, elle te pointe vers le nord. Et souvent, quand on est perdu, pointer vers le nord, c'est largement suffisant pour commencer à avancer dans la bonne direction. C'est une excellente façon de le visualiser. Et tu sais, j'irai même un peu plus loin. La vraie beauté de la boussole, c'est qu'elle fonctionne surtout quand le GPS perd le signal. Ah, bien vu. Quand on n'a plus de repères. Exactement. Quand on est submergé par la surcharge d'informations, on perd le signal. Imagine pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui regarde avec désespoir une boîte mail de réception qui affiche genre 400 messages non lus. L'angoisse totale. Approche linéaire traditionnelle, le mauvais réflexe dirait « Bon, je dois taper plus vite sur mon clavier pour répondre à tout le monde. Et ça, c'est l'épuisement garanti à 17 heures. » C'est le burn-out assuré. La boussole de la pensée 80-20, elle, oblige à s'arrêter physiquement et à se demander « Attendez, pourquoi 80% de ces emails existent en premier lieu? Est-ce que ce sont des processus qui sont cassés en amont, des réunions inutiles qui génèrent des comptes rendus inutiles et des boucles de validation infinies? Donc on ne cherche plus à faire les choses plus vite. Non, on cherche à éliminer ce qui ne devrait même pas être fait du tout. Et ça, c'est une approche qui est profondément non conventionnelle. Notre société valorise l'action frénétique. Cochez les cases, montrez que vous êtes occupé. La pensée 80-20, au contraire, exige l'inaction stratégique. L'inaction stratégique, j'aime beaucoup le terme. Parce que le but du jeu, c'est pas juste de rester assis en tailleur à contempler sa boussole indéfiniment. Le but final, c'est d'agir. Sauf qu'ici, l'action est une action de substitution. C'est-à-dire? On doit repérer les zones de faible rendement, les couper net et réinjecter toute cette énergie, tout ce temps qu'on vient de récupérer, vers la petite poignée d'actions qui crée un maximum de valeur. C'est le cœur du réacteur, ouais. C'est le transfert de ressources d'une zone aride vers une zone fertile. Cesser d'alimenter la médiocrité pour nourrir massivement l'excellence. Ok, mais permets-moi d'être l'avocate du diable une seconde, parce que cette idée provoque une vraie dissonance cognitive chez moi, et sûrement pour plein de gens. Vas-y, je t'écoute. Ça va à l'encontre de tout le conditionnement social qu'on reçoit depuis l'enfance. À l'école, par exemple, si tu es super excellent en littérature, mais très mauvais en mathématiques, le prof ne te dit pas « Super, abandonne les maths et lis 10 fois plus de livres ». Ah non, jamais de la vie. On te dit, au contraire, il faut travailler dur sur tes faiblesses, prends des cours de soutien en maths tous les soirs. On nous inculque vraiment le mythe de l'effort bien réparti, l'idée qu'il faut souffrir et transpirer sur nos points faibles pour mériter le succès. Là, ce que tu décris, c'est presque l'apologie de la facilité sélective. C'est clair et c'est exactement ce qui rend cette philosophie si subversive. D'ailleurs, c'est ce que l'auteur qualifie d'hérésie du point de vue 80-20.
C'est une hérésie pure et simple par rapport à l'éthique protestante du travail acharné qu'on nous vend partout. Une hérésie très tentante, cela dit. Oui, parce que la réalité cruelle que nous enseigne la nature, c'est que l'acharnement sur ses propres points faibles ne produit au mieux qu'une lente progression vers la médiocrité. En fait, c'est un énorme gaspillage de capital humain. Pour briser les plafonds de verre, le paradoxe est qu'il faut accepter de faire moins de choses, de prendre des raccourcis assumés. Donc accepter d'être nul en maths. Il faut accepter d'être joyeusement incompétent dans 80% des domaines de la vie pour pouvoir viser l'excellence absolue. Tu sais, une maîtrise quasi inégalable dans les 20% qui correspondent vraiment à nos talents naturels. Et ça se traduit comment de façon concrète? Parce que ça donne un peu l'impression d'une posture de diva qui refuse de faire le sale boulot, non? Eh bien, en fait, c'est l'inverse de l'arrogance. C'est de la lucidité économique appliquée à soi-même. Prenons un exemple trivial de la vie courante. Si tu passes 3 heures le dimanche à essayer de réparer une tondeuse cassée ou à faire ta propre comptabilité, et que ça génère chez toi de la frustration et un résultat médiocre, c'est un problème. Oui, un dimanche de gâché, quoi. Voilà. Alors que ces 3 mêmes heures passées à concevoir un nouveau projet, à te reposer profondément ou à développer une relation clé pourraient te rapporter 10 fois plus en termes de valeur ou même simplement de bien-être. Donc, réparer la tondeuse soi-même quand on n'aime pas ça, c'est un acte de destruction de valeur. Donc la pensée 80-20 nous pousse à déléguer massivement tout ça. Exactement. Déléguer ou simplement éliminer la tâche. Et attention, ce n'est pas réservé à une élite financière qui peut se payer du personnel. Déléguer, ça peut signifier un simple échange de services avec un voisin qui, lui, adore la mécanique, ou l'utilisation d'outils automatisés pour la compta. C'est un changement de logique très pragmatique. Et à l'échelle d'une carrière professionnelle, c'est la même chose. Cela implique de refuser certains types de clients qui drainent toute l'énergie pour des marges ridicules, de fuir les environnements toxiques et par-dessus tout de refuser catégoriquement le surmenage. Refuser le surmenage comme stratégie de performance, c'est assez ironique à l'heure du burn-out généralisé qu'on connaît. Mais il y a un mécanisme neurologique derrière ça, non? Pourquoi le fait de travailler, disons, 70 heures par semaine est paradoxalement moins productif selon cette règle? Tout simplement parce que l'hyperactivité détruit l'intuition. Le cerveau humain fonctionne sur 2 modes principaux. T'as le mode focalisé, qui est parfait pour exécuter une tâche répétitive, et t'as le mode diffus, qui s'active quand on rêve de jour, quand on marche sans but ou quand on prend une douche. Les fameuses idées sous la douche. Voilà. C'est dans ce réseau du mode par défaut que le cerveau connecte des informations complètement disparates. Et quand on est sous pression constante, le cerveau reste bloqué en mode focalisé. Il développe une vision tunnel. Il a le nez dans le guidon. C'est ça. Du coup, il ne voit plus du tout les opportunités à 80-20 qui se trouvent à la périphérie. Pensez aux grandes pertes historiques. Isaac Newton n'a pas théorisé la gravité après un sprint de 72 heures dans un laboratoire en buvant des litres de café. Non, c'est la légende de la pomme. Exactement. Il flânait dans un verger, l'esprit totalement relâché. Pareil pour Archimède, qui pousse son eureka dans son banc. L'éclair de génie ne frappe que lorsqu'on a libéré l'espace cognitif nécessaire. Le temps passé à, entre guillemets, ne rien faire de productif est en réalité l'incubation indispensable pour générer ces fulgurances qui rapportent 80% de nos succès ultérieurs. Donc, si on synthétise cette philosophie de vie, ce recablage mental dont on parlait tout au début, c'est fondamentalement un changement de lunettes. Intégrer la pensée 80-20, c'est devenir un tracker impitoyable de ses propres fuites de temps et d'énergie. Un tracker impitoyable, oui, j'aime l'image. C'est accepter de faire le deuil de l'exhaustivité. C'est faire la paix avec l'idée de ne pas tout cocher sur sa sacro-sainte to-do list, de laisser s'effondrer volontairement les choses qui n'ont pas d'impact réel, pour injecter une énergie démesurée sur la poignée de leviers qui provoquent un effet d'entraînement massif, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. C'est vraiment un résumé parfait de la libération que ce principe apporte à l'échelle de l'individu. Mais tu sais, il y a une idée qui me vient là, quelque chose d'un peu plus sombre ou du moins plus vertigineux. Si cette loi est une loi universelle, elle a ce qu'on appelle une nature fractale. Oui, le concept des poupées russes. C'est ça, elle s'applique à l'intérieur d'elle-même. Si je garde uniquement les 20% de mes meilleures activités, eh bien ces 20% ont eux-mêmes un top 20% qui génère le plus de valeur, et ainsi de suite.
Ce qui soulève une question presque philosophique pour ceux qui nous écoutent. Laquelle? Que se passe-t-il le jour où tout le monde, absolument tout le monde dans la société, adopte cette méthode? Si chaque personne et chaque entreprise coupe les 80% de graisse pour ne garder que l'hyper-performant, est-ce qu'on ne crée pas simplement un nouveau plancher, une nouvelle normalité, à l'intérieur de laquelle une nouvelle ségrégation 80-20, encore plus impitoyable, va immédiatement se reformer? Supérieur deviendrait effectivement de plus en plus féroce à mesure que la ligne de base s'élève pour tout le monde. C'est une forme de sélection naturelle accélérée par l'efficacité de l'information. Ah ouais? Ça laisse un peu pantoise sur la structure même du monde tel qu'on le connaît. Mais bon, avant d'imaginer l'évolution darwinienne de la société tout entière, on va rester à une échelle un peu plus intermédiaire. Sage décision. Si cette gymnastique mentale permet à un individu isolé de décupler son impact, imaginez la puissance tellurique de ce levier s'il est coordonné, s'il est appliqué de manière systémique à l'échelle d'une entreprise tout entière avec des centaines d'employés. Ah, là on change de dimension. C'est la promesse d'une nation d'un rayon X capable de révéler des profits massifs cachés dans un portefeuille de clients ordinaires ou d'isoler des hémorragies financières invisibles qui minent des départements entiers sans que la direction ne s'en aperçoive jamais. Passer de la discipline individuelle à la structure organisationnelle, voir comment ces forces modèlent secrètement les entreprises qui nous entourent, c'est la prochaine étape incontournable de ce voyage. C'est en effet là que l'échelle des résultats devient exponentielle, quand la stratégie corporative épouse enfin les lois de la nature plutôt que de s'épuiser à les combattre au quotidien. C'est un horizon qui promet des découvertes encore plus surprenantes sur la façon dont le monde de l'économie fonctionne réellement, bien loin des discours lisses des manuels d'école. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.